Bien, le rapport est adopté. Alors ensuite, nouvelle régularisation foncière des sites de gendarmerie à Saint-Blain et Val-de-Meuse, entre Amaris et le département. Je vous laisse la parole, Monsieur Fournier. Merci. Alors toujours les gendarmeries. Alors là, vous savez qu'il y a quelques années, les gendarmeries ont eu de nouvelles directives avec des normes très précises concernant la sécurité des gendarmes, non seulement pour les logements, mais aussi pour les sites des gendarmeries en elles-mêmes, avec la nécessité de mettre en place des clôtures, des barrières qui étaient plus sécurisées. Bon, ça a été un peu compliqué parfois sur le terrain parce qu'il a fallu revoir certaines choses et en remettant le nez un peu justement dans tous les documents administratifs et toutes les cartes, on a trouvé que les limites, notamment des parcelles, ne correspondaient pas avec les limites des barrières ou des clôtures qui pouvaient être mises. Donc il a été décidé de faire un petit peu, de toiletter un peu cet ensemble, et donc nous avons, concernant notamment des logements qui appartiennent à Amaris, enfin les parcelles appartiennent à Amaris, on est en train de procéder à des régularisations foncières. Donc c'est celle qu'on vous propose, et ça concerne la gendarmerie de Saint-Blain et de Val-de-Meuse. Donc pour la brigade de gendarmerie de Saint-Blain, il s'agit donc d'une emprise qui est en bordure de la route départementale numéro 16, et c'est une parcelle qui est d'une contenance de 52 mètres carrés, qui se situe en dehors de cette clôture et qui correspond à une emprise de trottoir. Donc il est nécessaire de procéder à une régularisation en intégrant cette parcelle à titre gracieux, encore quelqu'un de généreux, dans le domaine public départemental. Ma dernière remarque, évidemment, ne visait non pas des communes, mais vous l'avez compris, concernant Chaumont, l'État. Point numéro 2, donc la brigade de gendarmerie de Montigny-le-Roi, le long de la route départementale 74. C'est exactement le même problème, sauf qu'il s'agit d'une parcelle de 149 mètres carrés en tout. Je me suis permis de vous faire la petite addition, parce qu'on avait 3 parcelles, donc au total, ça fait 149 mètres carrés. Donc, idem, il est nécessaire de procéder à la régularisation foncière de la caserne en intégrant ces parcelles à titre gracieux. Donc, le conseil d'administration d'Amaris s'est réuni le 12 mars 2020 et a décidé d'accepter cette cession à titre gracieux. Merci, Monsieur Fournier. Est-ce qu'il y a des demandes de précision sur ce rapport? Je n'en vois pas. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Je vous remercie. Le rapport suivant, il s'agit à nouveau de régularisation foncière sur la commune de Rive-d'Hervoise, de Pérancé-les-Vieux-Moulins et de Nogent. Vous avez la parole, Monsieur Fournier. Bien, donc le premier dossier, il s'agit d'une acquisition de la part du département. On achète, donc c'est une dépense donc de 51 mètres carrés. Au total, à 4 euros du mètre carré, ça nous fait 204 euros d'achat, donc dans la commune de Droit. Le long de la RD, je ne sais plus où c'est exactement. Bref, les numéros vous sont indiqués. Il s'agit d'une parcelle de 51 mètres carrés. Je ne me rappelle plus le nom de... Ah oui, non, c'est sur une RD en fait, effectivement. Et donc on doit la racheter. Pardon. Ensuite, nous avons une parcelle qui se situe à Pérancé-les-Deux-Moulins. Donc c'est pour une mise à l'alignement. Donc avec la société Yalo, donc qui souhaite faire un échange de terrain. Au total, on y gagne 128 euros de parcelle, voilà, dans l'échange, puisqu'il y a une soulte, voilà, évidemment. Donc 4 euros du mètre carré, pareil. Et ensuite un autre échange avec monsieur et madame Moliard, toujours pour une mise à l'alignement de leur propriété. On doit acheter cette fois-ci pour 48 euros pour 12 mètres carrés, toujours 4 euros du mètre carré. Et ensuite, le long de la RD 107 à Nogent, une régularisation foncière. On s'est aperçu en fait qu'il y avait pareil une petite incohérence. On a un morceau de parcelle qui est situé en plein sur l'emprise d'une route départementale, mais vraiment en plein milieu. Donc la ville de Nogent a accepté de les céder à l'euro symbolique. Je ne reviendrai pas sur cette cession à l'euro symbolique, j'ai déjà trop insisté. Donc il vous est demandé de bien vouloir donner votre accord pour toutes ces acquisitions et échanges. Merci, Monsieur Fournier. Des questions sur ce rapport numéro 14?
Je n'en vois pas. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport numéro 15. Nous partons au Palais de justice de Chaumont avec un avenant numéro 1 à la Convention. Alors, au cas où certaines personnes ne le savaient pas, le palais de justice de Chaumont, y compris le musée de Chaumont d'ailleurs, qui se trouve au sous-sol, appartient au département de la Haute-Marne. Nous avons eu des conventions, plusieurs, qui datent de 1966 et 1988 ensuite. Vous avez, je ne sais pas si vous les avez dans vos documents en annexe, on peut voir des belles conventions tapées à la machine, signées de noms augustes, Monsieur Baron, Monsieur Niederberger. Ensuite, de ces mises à disposition du département avec le ministère de la Justice. Alors, pourquoi cet avenant ? Parce que le tribunal souhaite travailler sur la mise en accessibilité du tribunal et donc il y a la nécessité de fabriquer, de mettre en place un ascenseur qui se trouve, pour ceux qui voient le bâtiment, quand vous êtes devant le palais de justice, tout de suite à droite, là où on avait des toilettes publiques auparavant, qui ont été fermées depuis. Mais on envisage de construire un ascenseur ici pour que les personnes en situation de handicap puissent accéder au tribunal. Donc vous avez une convention de mise à disposition qui est revue avec un avenant qui permet de réaliser ces travaux qui, je le précise, sont entièrement pris en charge par le ministère de la Justice. Voilà des travaux qu'on ne prend pas en charge pour une fois. Merci, Monsieur Fournier. Y a-t-il des observations, des questions? Je n'en vois pas. Nous passons donc au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Le rapport est adopté. Rapport suivant, il s'agit d'une convention relative à la constitution d'un groupement de commandes dans le cadre de notre giratoire dit de la Croix-Coquillon qui avance. Les travaux débuteront dès le mois de juin. C'est un projet qui avance finalement vite. On en a beaucoup discuté, mais entre le moment où la décision a été prise ici et le début des travaux qui sera réalisé donc avant l'été, moi je me réjouis que des travaux sortent aussi vite et qu'on puisse régler un problème dont on a parlé très longtemps ici. Et vraiment, je voudrais remercier à la fois la troisième commission et tous les élus qui ont fait accélérer ce dossier. Et je laisse la parole au président de la commission qui va nous en parler. Merci Président. Donc très gros dossier, en effet, le giratoire de la Croix-Coquillon. Vous savez, c'est un carrefour qui se trouve donc au nord-ouest de Chaumont, avec plusieurs routes qui se croisent, la RD 619, la RD 65, la rue des Tanneries, donc très compliqué, beaucoup de circulation, un accès stratégique à la zone plein est, et puis donc qui donne sur l'entrée nord-ouest de Chaumont, avec notamment le camping et toute la zone des Tanneries, qui permet aussi de desservir l'entrée donc du côté du viaduc d'un côté et de l'autre, notamment une zone commerciale, donc celle du Moulin Neuf, ce qui nous donne un carrefour qui est extrêmement fréquenté, avec malheureusement parfois des accidents, le terrain a un dénivelé, on a aussi des camions qui se couchent régulièrement, donc ça n'est pas du luxe de faire un giratoire à ce carrefour. Et effectivement, je tiens aussi à remercier les membres de la troisième commission qui ont été sensibles à la rapidité qu'on devait déployer pour finir ce chantier. Et vous avez pu constater, pour ceux qui passent par là, qu'on a commencé effectivement déjà les travaux. Alors nous avons une convention de financement, puisque la ville de Chaumont va réaliser des accès, notamment de signalisation et de mise en place d'une couche de roulement pour une piste cyclable qui va passer là. Actuellement, les vélos ne peuvent plus du tout passer à cet endroit. Et comme on a le camping en plus de Chaumont qui est juste à côté, il a été jugé nécessaire dans le schéma cyclable d'avoir une piste qui passait par là. Donc en fait, cette convention permet de régler ces séparations et ces distinctions dans les dépenses. Alors évidemment, c'est très très déséquilibré, puisque c'est le conseil départemental évidemment qui est le chef de file de ces travaux, pour un total de 1 301 000 €. Et la ville de Chaumont, elle, a des travaux qui s'élèvent à 19 111 €. Vous voyez que, évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes équilibres. Évidemment, la ville de Chaumont est très satisfaite qu'un tel investissement soit mené par le conseil départemental sur son territoire. Donc, vous avez cette convention. Évidemment, vous avez j'ai la convention. Je ne vais pas vous la lire en détail, mais bon, voilà, c'est assez habituel.
C'est le conseil départemental, étant donné le déséquilibre des dépenses, qui assure la totalité de ce qui est la récupération de la TVA qui va ensuite être redistribuée, etc. Enfin voilà, c'est le département qui est totalement le maître d'ouvrage sur cette opération. Merci, Monsieur Fournier. Alors, y a-t-il des questions sur ce dossier? Un dossier à 1 300 000 quand même. Voilà. Bien, mais écoutez, on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le rapport est adopté. Alors, dernier rapport de la 3e commission. Il s'agit également d'un avenant. Je vous laisse la parole, Monsieur Fournier. Merci, c'est assez technique. C'est un avenant sur la convention constitutive pour les groupements de commandes que nous avons entre le SDIS et le conseil départemental. Donc, pour ce qui concerne l'entretien et la maintenance des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation des bâtiments. Auparavant, on avait des conventions qui étaient un peu compliquées, avec des marchés qui étaient conclus pour une durée d'1 an, reconductibles 3 fois. Donc c'était quand même un peu pénible et un peu compliqué. Donc il a été décidé, étant donné que les prestations courent parfois sur plusieurs années, de plutôt faire des marchés publics avec des prestations de services pour une durée de 8 ans. Voilà. Donc on doit modifier la convention pour intégrer cette durée de 8 ans par voie d'avenant. Donc ça a recueilli un avis favorable de la 3e commission le 15 mars. Merci, Monsieur Fournier. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas. Donc on se prononce. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Je vous remercie. Nous changeons de commission. Nous partons sur la 4e commission avec un rapport classique qui concerne le Fonds d'aménagement local. Et c'est Madame Colombo qui présente ce rapport. Oui, merci Président. Donc effectivement, c'est un rapport classique. La programmation d'aujourd'hui concerne 46 dossiers, 2 pour le canton de Bologne, 4 pour Châteauvillain, 3 dossiers pour Chaumont 2, 3 pour Joinville, 2 Nogent, 8 dossiers pour Saint-Dizier 1, 21 pour Villeguisien-le-Lac et 3 pour Vassy. À la suite de cette programmation, on aura déjà engagé 1 239 259 €, ce qui représente presque 52% de l'enveloppe FAL. Je rappelle qu'on avait voté une autorisation de programme de 2 400 000 €. Donc, Monsieur le Président vous demande de vous prononcer sur ce rapport. Merci, Madame la Présidente. Y a-t-il des demandes de précision sur ce rapport? Je n'en vois pas. Nous passons donc au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Bien, le rapport est adopté. Nous prenons maintenant le rapport numéro 19. Il s'agit des fonds des monuments historiques classés et inscrits avec des attributions de subventions. Je laisse à nouveau la parole à Madame Colombo. Oui, merci Président. Donc là, il s'agit d'une première programmation concernant ce fonds. Donc nous avons 5 dossiers dans la totalité. 2 dossiers concernent les monuments historiques classés, donc avec une subvention de 25%. Pour ces 2 dossiers, c'est un dossier Éclaron, Brocourt Sainte-Livière pour la restauration de l'église Notre-Dame, avec une subvention de 39 462 €. Également, le Mont-Saujonais pour la restauration des vitraux de l'église d'Aubigny, avec une subvention de 4 439 €. Et ensuite, nous avons 3 dossiers concernant les monuments historiques inscrits. Donc là, c'est une subvention à 20%. Donc cela concerne Andelot Blancheville pour une réfection de la toiture de l'église, avec une subvention de 1 812 €. Latrecé Ormois-sur-Aube pour la sauvegarde des façades de l'église, avec une subvention de 5 380 €. Et puis le dernier dossier, Saint-Bruin-les-Fosses, pour la restauration de l'ancienne chapelle de Suxy et de la croix du XVe siècle. Donc là, c'est une subvention de 5 025 €. Monsieur le Président vous demande de vous prononcer sur ce rapport. Merci. Alors, y a-t-il des demandes de précision sur ces rapports? Je n'en vois pas. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Unanimité, le rapport est adopté. Je vous remercie. Nous prenons maintenant la 5e commission avec l'attribution de subventions dans le cadre du FDE. Je laisse la parole au vice-président gouverneur. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose en fait d'attribuer sur le FDE, donc les subventions détaillées dans le tableau aussi annexé, qui représentent un engagement financier de 51 970 €, 10 petits dossiers, donc ce qui nous fera un reste disponible de 2 187 675 €. Donc on démarre toujours petitement l'année 2021 par rapport au FDE. Et après avoir recueilli l'avis favorable de la 5e commission, donc le président vous serait gré de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions. Merci, monsieur le gouverneur. Des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Je vous remercie. Le rapport suivant, il s'agit d'attribution de subventions dans le cadre de notre politique en matière d'ENS. Je laisse la présidente de la commission présenter ce rapport numéro 21, Madame Fischer-Patria. Merci, Monsieur le Président. Comme vous venez de le rappeler, le département défend une politique très forte des espaces naturels sensibles et c'est dans ce cadre que nous nous proposons d'attribuer 4 subventions. Alors, 3 subventions au titre du programme paysager portant sur l'implantation d'un verger d'arbres fruitiers à Colombey-les-Deux-Églises, de 2 dossiers portant sur l'implantation de haies sur la commune de Darmanne et celle de Franpa. Un dossier au titre de l'aménagement et de l'entretien des milieux aquatiques pour la commune d'Orge, qui nous sollicite pour des travaux de renforcement des berges de la Duy. C'est des murets le long de la berge. Nous vous proposons pour ces 4 dossiers d'attribuer une subvention totale d'une somme de 22 933 €. Bien sûr, les aides seront versées après présentation des justificatifs des dépenses. Voilà. Nous vous demandons d'acter l'inscription des crédits de paiement nécessaires. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Vraiment, cette politique ENS, on n'en parle pas assez. Je souhaite vraiment que vous alliez dans vos cantons et vous parliez de cette possibilité, plantation d'arbres fruitiers, remise en place de haies. Ça fait partie des choses qui sont des politiques fortes et qu'on souhaite travailler. Vous le voyez aujourd'hui, on commence à avoir à nouveau des inquiétudes sur les précipitations qui n'arriveront pas. On sait aussi l'intérêt des haies dans les campagnes. On a des crédits pour ça, les ENS, on a des fonds pour accompagner toutes ces initiatives de privés. Donc, et quand on en parle effectivement dans nos campagnes, ce dispositif n'est toujours pas passé, on n'est pas encore au courant, donc il faut vraiment que vous en parliez parce que je trouve que des paysages d'arbres fruitiers et des paysages de haies, ça fait partie des beaux paysages que le département de la Haute-Marne doit développer et montrer. Je sais que M. Fournier est très intéressé par les plantations de haies. Je pense que c'est bien pour ça qu'il va prendre la parole et intervenir. C'était juste pour en rajouter une couche, pour dire qu'effectivement, nous, dans le cadre de la 3e commission, à chaque fois qu'on a des travaux qui longent effectivement nos routes départementales, etc., on met l'accent, on demande toujours aux services de regarder si on a la place pour planter des haies, si on a une bordure d'une largeur suffisante pour le faire, parce que ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on ne peut pas planter une haie directement en vis-à-vis tout de suite de la route. Il faut qu'il y ait plusieurs mètres d'espace entre la haie et la route elle-même, mais voilà, c'est systématique. Maintenant, c'est une politique systématique de la part de nos services, effectivement, de pouvoir non seulement montrer l'exemple, pour que les gens ensuite puissent voir et comprendre à quoi ça sert. Donc on explique toujours, et c'est une politique effectivement sur laquelle on est aussi très regardant et assez exigeant. Merci Monsieur Fournier. Effectivement, sur le bord de nos routes départementales, quand les arbres n'ont plus leur place, des haies peuvent effectivement venir en complément. Et je souhaite vraiment qu'on insiste là-dessus. Effectivement, il faut que ça soit possible avec l'emprise foncière. Mais on voit bien que certains arbres, aujourd'hui, n'ont plus leur place au bord de nos routes parce que ça crée des vrais... c'est source d'insécurité avec des dégradations de routes. Par contre, dès lors qu'on peut mettre des haies, comme vous le développez, Monsieur le Président, la 3e commission, il faut vraiment qu'on y aille, mais encore plus fort et accélérer sur cette question. Je sais que nos services ne sont pas toujours favorables à ça, en tout cas les élus le sont, et donc il faut, je le redemande, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président en charge des routes, il faut insister pour accélérer dans ces politiques de plantation de haies chez des particuliers, mais aussi en montrant l'exemple au bord de notre voirie départementale. Alors, oui, Madame la Présidente. Simplement, je vais souligner notre partenariat avec la Chambre d'agriculture, c'est-à-dire que la Chambre d'agriculture, vous avez vu, la plupart des dossiers sont faits par des agriculteurs au niveau des haies, parce qu'effectivement, cette politique ENS forte est bien relayée par la Chambre d'agriculture et je leur remercie. Merci pour ces précisions, Madame Fischer-Patria. Oui, Monsieur Fournier.
et aussi la Fédération des chasseurs, hein, je tiens à le préciser, qui peut aussi financer, effectivement. Donc on a réussi à mettre en place un partenariat entre le conseil départemental, la chambre d'agriculture et la Fédération des chasseurs, qui marche main dans la main de ce point de vue-là. Je pense qu'on peut s'en féliciter, parce qu'il y a parfois des dossiers sur lesquels les avis peuvent un peu diverger, mais là-dessus, effectivement, on a des très beaux exemples avec des entreprises, des particuliers qui peuvent aussi montrer que c'est possible. Et tout ça, j'espère, avec la satisfaction d'associations comme la LPO, qui effectivement seront très sensibles à notre politique en matière d'ENS. Bien, alors, nous allons... Oui, Madame Rossigneux. Je voudrais juste dire un petit mot. Cette politique volontariste des espaces naturels sensibles, c'est aussi un beau partenariat qu'on pourra mettre en place avec le Parc national. Oui, merci de le préciser. Et un peu aussi avec le CAUE, finalement, pour boucler la boucle. Quand il y a la volonté de la présidente et de son conseil d'administration, c'est la volonté du CAUE. Voilà. Alors, Il y a je une passe volonté maintenant. acharnée de sa Je présidente. passe maintenant donc au vote. Excusez-moi, Mme Rossigneux, je vous ai coupé. Désolé. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Unanimité. Je vous remercie. Alors, nous passons maintenant la parole à Monsieur le Gouverneur. Dans le cadre de notre plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, le PDI-PR, avec des suppressions de circuits, il y a un amendement qui a été demandé. Je vous laisse le développer, Monsieur le Gouverneur. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vous rappelle que dans le cadre de notre PDI-PR, nous disposons actuellement de 127 circuits ou itinéraires en boucle ouverts pour une longueur totale cumulée de 1741 km et 4 grands axes traversant le département représentant un total de 377 km. Pour vous résumer ce rapport sans entrer dans le détail des euros par nombre de sentiers ou de kilomètres entretenus, de pourcentage de défraiement, voire de forfait, voilà ce qu'il vous est proposé. Avec effectivement, au niveau de la suppression des sentiers inscrits au PDI-PR. Certains sentiers inscrits au PDI-PR semblent aujourd'hui fortement se dégrader. Lors du dernier comité technique du PDI-PR qui s'est réuni le 17 décembre 2020, à l'origine, 2 circuits faisaient l'objet notamment d'une recommandation de suppression conformément aux conclusions de la dernière surveillance établie par le comité départemental de randonnée pédestre, CDRP. Il y avait le sentier numéro 16, Coteau de Coiffy via Enrosé pour 32 km et la forêt du Der pour 21 km. Suite à un courrier envoyé au président de la communauté d'agglo de Saint-Dizier, il y a un engagement qui a été transcrit donc, par courrier également par rapport à un entretien. On va sur ce sentier rattraper le retard. Et donc, l'amendement dont vous parlez, Monsieur le Président, c'est de ne pas considérer la suppression de ce sentier numéro 30 et uniquement donc la suppression du sentier numéro 16. Donc, en effet, ce sentier donc, ne présente plus aucun attrait touristique et ne permet plus aux randonneurs de l'utiliser dans des conditions minimum de sécurité et de praticabilité. Voilà pour la suppression de ce sentier. Ensuite, concernant l'entretien des grands axes, il vous est proposé donc d'attribuer une subvention de 4 068 € au comité départemental de la randonnée pédestre pour l'entretien des grands axes au titre de l'année 2021, se décomposant comme suit: 1 284 € pour le GR7, 1 224 € pour le GR703, 1 560 € pour le GR145. Approuver les termes de la convention consultable sur le portail des élus à intervenir avec le comité départemental de la randonnée pédestre pour l'entretien des grands axes. Et donc autoriser le président à signer la dite convention. Enfin, le point 3, pour la veille et l'entretien des circuits départementaux, attribuer les subventions suivantes: 1 800 € au comité départemental de randonnée pédestre, 1 800 € au comité départemental de cyclotourisme et 1 800 € au comité départemental de tourisme équestre. D'approuver également pour ce point 3 les termes de la convention de partenariat consultable sur le portail des élus à intervenir respectivement avec les 3 comités que je viens de vous citer, et donc d'autoriser le président à signer les dites conventions. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Gouverneur. Alors, y a-t-il des questions sur ce rapport?
Donc tout le monde a bien compris, ce qu'on retirait avec des engagements de la collectivité pour renforcer notre partenariat avec l'agglomération de Saint-Dizier, d'Air-et-Blaise. Voilà. Non, pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Je vous remercie. Alors, rapport suivant, nous partons sur la 7e commission avec la charte qualité pour la MAM, les petits loups de Graffigny-Chemin. Merci, Président. En effet, il existe pour professionnaliser les professionnels qui se trouvent dans ces structures de MAM. Il existe une charte nationale qui a été créée en 2017 par le ministère des Familles et instaurée par la Direction générale de la cohésion sociale. Dans ce cadre-là, à la suite de la création de cette MAM sur notre territoire, nous avons eu l'opportunité de leur soumettre cette charte. En fait, le département s'engage à mettre en place, en lien avec la CAF, une coordination pour toutes les maisons signataires. Et cette charte, elle permet un accompagnement des pratiques professionnelles dans l'intérêt des jeunes enfants, dans toutes ces maisons d'assistantes maternelles. Cette charte, elle est signée entre la CAF, bien sûr, le département et les professionnels de la maison d'assistante maternelle qui sont occupantes de cette maison. Elle organise et elle encadre les pratiques nécessaires dans le cadre de l'ouverture d'une maison d'enfance d'assistant maternel, et les engagements des signataires y sont précisés. Il est donc proposé d'approuver une charte pour les maisons d'assistants maternels Les Petits Loups, implantées dans la commune de Graffigny-Chemin. Il y a 3 assistantes maternelles qui exercent leur métier dans cette maison. Elle a ouvert ses portes en septembre 2020 et elle peut accueillir 8 enfants. Actuellement, il y en a 6. Le département, comme vous le savez, agrée et forme les assistants maternels de la maison des Petits Loups. Il veille au respect de conditions d'accueil et garantit la santé et la sécurité des enfants accueillis. La charte qualité qui promeut un contrôle assez strict avec la CAF, ainsi que la part du personnel de protection maternelle infantile, permet de cadrer en fait l'organisation au sein de la MAM. Et au-delà de la maison Les Petits Loups d'ailleurs, il vous est proposé de faire de la charte qualité pour la maison d'assistants maternels un modèle pour les autres maisons d'assistants maternels que nous ouvrirons. Voilà. Et donc, je vous saurai gré de bien vouloir approuver les termes de la charte qualité que vous avez vus dans le rapport, d'autoriser le président à la signer et d'autoriser toute nouvelle charte qualité à intervenir dans une maison d'assistants maternels du département selon le modèle. Merci, Madame la Vice-présidente. C'est effectivement, vous avez parlé de modèle, c'est effectivement un modèle, cette MAM à Graffigny-Chemin. C'est la commune qui a décidé de prendre ce dossier en main, qui n'était pas une compétence exercée ni par la communauté de communes, ni par d'autres d'ailleurs, et qui a décidé de construire un pavillon complètement dédié à ça, parce qu'il y avait des difficultés qui commençaient à s'annoncer en matière d'assistante maternelle. C'est un beau projet, c'est une belle petite construction dans un secteur un peu écarté, la vallée du Mouzon. Mais dans ce secteur, je peux vous dire qu'il y a des dynamiques qui existent. Et bien souvent, je donne l'exemple de la vallée du Mouzon, où vous avez des artisans qui se regroupent pour faire des foires, des expositions. Vous avez des communes qui ont des vraies dynamiques en matière associative. Il y a des secteurs plus dynamiques que d'autres. En tout cas, la vallée du Mouzon et Graffigny-Chemin font vraiment partie de ces territoires exemplaires. Et vraiment, je me réjouis qu'on puisse, bien sûr, en s'appuyant sur leur expérience, engager cette charte qualité, parce que je crois que c'est une des réponses qu'on aura à travailler. Et c'est aussi une des réponses, souvent, je fais la comparaison avec les assistantes familiales. Il faudra peut-être aussi un jour qu'on travaille sur des maisons de ce type. Sur la prise en charge du handicap, il faudra aussi peut-être qu'on travaille sur ces questions de petites structures où on regroupe 2 ou 3 personnes qui font le même métier
et qui finalement sécurisent les choses et améliorent la qualité du service qu'on peut rendre, y compris sur sur des questions de prise en charge de nos jeunes dans le cadre de l'ASE. Voilà, c'est des structures qu'on doit travailler, qu'on doit développer, parce que c'est parfaitement adapté à des territoires ruraux comme les nôtres. Bien, y a-t-il des questions sur ce rapport? Oui, madame la conseillère départementale du canton de Poisson, en charge, enfin, où on trouve effectivement cette MAM. Oui, merci Président. Vous l'avez dit, mais je veux juste insister. C'est vrai que ce secteur de la vallée du Mouzon est très dynamique. Et si on veut développer notre attractivité, c'est vraiment par là qu'il faut aller. Les MAM sont très importantes. Et d'ailleurs, si on regarde la population de ce secteur-là, on a beaucoup d'installations de familles avec de jeunes enfants. Merci, madame Schoeller. Alors, y a-t-il des questions? Non, nous passons donc au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Ce rapport numéro 23 est adopté. Nous passons au rapport numéro 24. Je laisse la parole à madame la vice-présidente Lavocat. Oui, Président, il s'agit d'un rapport très intéressant qui va simplement mettre à niveau le règlement et les indemnisations qui sont données. Depuis la création de la loi de 2005 en ce qui concerne le handicap, on a voulu scolariser en milieu ordinaire le plus grand nombre d'enfants possible. Et on a donc doublé. Vous vous souvenez bien que lors du transfert des compétences de transport scolaire qui a été donné aux régions, les régions n'ont pas pris le transport des enfants en situation de handicap et les ont laissés au département. Beaucoup d'enfants sont dans ce cas, depuis les enfants de la maternelle jusqu'aux étudiants, et leur cas étudié au cas par cas, bien entendu. Soit ils ont une reconnaissance de handicap, soit simplement ils ont une préconisation, on va dire, de transport, puisque beaucoup ne peuvent pas prendre les transports en commun. Et également, bien sûr, les enfants qui dépendent de nos services, de l'aide sociale à l'enfance. On s'est rendu compte, parce qu'évidemment, les enfants grandissent et on se trouve confronté à de plus en plus de cas particuliers. On s'est rendu compte que notre règlement, qui n'est pas si vieux que ça, il date de 2017, il ne correspond pas. Il y a beaucoup de trous dans les cases. Et que, par exemple, le cas particulier de la présence d'un animal guide, s'il s'agit d'une personne qui est malvoyante, par exemple, ou besoin d'une tierce personne, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prévues. Et puis, l'indemnisation qui est donnée aux parents, par exemple, lorsqu'ils emmènent les enfants, est n'est pas incitative. Donc, nous nous sommes penchés sur ce règlement.
7e commission a émis un avis favorable à l'évolution de ce règlement et on vous demande de bien vouloir l'adopter. Merci. Merci, Madame la Vice-Présidente. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas. De toute façon, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Le rapport est adopté à l'unanimité. De toute façon, rapport numéro 25. Examen financier de la fonction FSL pour les années 2015. Laisse la parole à la Vice-Présidente. Merci, Président. C'est un rapport assez classique, en effet. Le Fonds de solidarité de logement, comme vous le savez, permet de venir en aide à des personnes pour accéder à un logement locatif ou à s'y maintenir. Et puis, par ailleurs, en cas de difficulté, de payer quelques factures d'énergie et d'eau. Voilà. Il convient chaque année de se rappeler, de refaire un avenant financier qui fixe les contributions des partenaires. Il y a 26 partenaires qui l'ont signé en 2020. Un appel à dotation va être lancé au second trimestre 2021. Et il s'agit aujourd'hui dans ce rapport de prendre des avenants qui précisent le montant maximum prévu pour l'accompagnement social lié au logement à hauteur de 100 000 euros, le montant maximum prévu pour les enquêtes sociales liées aux expulsions locatives à hauteur de 50 200 euros, et enfin le montant réservé à la gestion du FSL assuré en totalité depuis janvier 2016 par le département, soit 80 400 euros, à déduire bien sûr de la dotation de base du département à destination du fonds. Deux modalités de versement. Merci. Merci, Madame Blanc. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas. De toute façon, il y a des votes contre, des abstentions. Le rapport est adopté. Rapport 025. Il s'agit du contrat local de santé, du Chumont et du PUPR de Langres. En effet, dans le cadre du contrat local de santé du pays de Chaumont et du PEDR de Langres, il y a des axes de travail qui étaient très importants s'agissant de l'accès aux soins, l'accompagnement personnalisé aux soins, et la paire aidante. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il a été identifié qu'il y avait des besoins pour certains publics d'accompagnement vers la santé et enfin des personnes qui ont des troubles psychiques. À cet égard, l'UDAF a été attentif à l'existence de ce besoin et ils ont donc longuement travaillé avec des expérimentations d'ailleurs, ici et là, et après que ces expérimentations aient été positives, ils sont venus présenter à l'ensemble des partenaires, notamment aux signataires du CLS bien sûr, mais ensuite au conseil départemental. Et il s'avère que les deux projets qu'ils ont présentés, je vais vous en dire 3 mots, nous ont séduits parce qu'on sait que ça répond à un certain public que le conseil départemental suit de près d'ailleurs. Le premier dispositif dont ils nous ont parlé, dont a parlé l'UDAF au conseil départemental, c'est le dispositif d'accompagnement personnalisé aux soins. L'objectif en fait est d'améliorer la prise en charge et l'accès aux soins, en particulier pour les publics vulnérables ou en situation de précarité. Parce qu'il est vrai qu'on parle très souvent de la difficulté de trouver un médecin, mais ça c'est pour tout à chacun qui est capable de prendre son téléphone et qui sait qu'il faut en effet être vigilant à notre suivi en matière de santé. Pour les personnes que nous repérons dans les territoires et qui, eux, sont très éloignés de cette attention de comment je vais et comment je dois me soigner, et bien là, il y a tout un maillage à élaborer, des sentinelles à mettre en veille, de sorte que ces personnes puissent être mieux accompagnées pour accéder aux soins. C'est ça que nous voudrions faire avec l'UDAF. Ils seront, eux, les chevilles ouvrières du dispositif, et il faut que nous les aidions à cibler les publics, il faut que nous communiquions sur le principe, et qu'en fait, les circonscriptions d'action sociale soient des vrais, ainsi que la maison départementale du handicap, je vois Marie-Claude qui décline du chef, bien sûr, des vrais partenaires, et tout ce maillage des acteurs travailleurs sociaux, des acteurs du milieu social et médico-social puissent être en interaction et alimente en quelque sorte les services de l'UDAF pour que les personnes éloignées du soin puissent trouver un accompagnement. Donc ce projet, nous avons envie de le soutenir. C'est un budget global et prévisionnel de 117 907 euros. Bien sûr, l'ARS, puisqu'ils ont répondu à un appel à projet, est dans la boucle.
Non, puisque c'est dans le cadre du CLS, pardon. L'ARS est dans la boucle, la région aussi, et le département, nous, 10 000 euros. Les communautés de communes, d'ailleurs, des territoires sont sollicitées aussi par l'UDAF. Voilà, en tout cas, nous, on n'attend pas les feux verts de tous les partenaires, on veut s'investir. Donc voilà, premier projet. Le département peut accompagner l'UDAF en donnant de la visibilité au dispositif d'accompagnement et en orientant les publics fragiles, repérés, comme je le disais, par les circos, par la direction de l'autonomie, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Et enfin, par la maison départementale des personnes handicapées. Le second dispositif, il s'agit de la pérédance. Ce dispositif de pérédance, il vise à soutenir les personnes en souffrance psychique isolées face à une problématique d'accès et de maintien au logement par l'intermédiaire d'un travailleur père ayant vécu des expériences similaires. Ça, c'est très atypique en fait. Aujourd'hui, ça existe déjà, vous savez, avec, c'est marqué dans notre rapport, avec les GEM, l'association GEM, le fil d'Ariane. C'est un groupe d'entraide mutuelle avec l'UNAFAM de la Haute-Marne et le centre hospitalier de la Haute-Marne. Il y a un partenariat qui va se faire. Ce genre d'accompagnement, il a déjà été expérimenté et aujourd'hui, nous voulons le déployer de manière plus importante pour que les malades psychiques puissent trouver en fait un interlocuteur lorsque vraiment ils vont mal. Voilà, on sait que c'est un peu une niche ce que nous explorons là, mais c'est quand même un public dont il faut s'occuper, sinon ça peut partir très vite en précarité encore plus importante. Donc, le budget global prévisionnel pour ce projet, c'est 162 979 €. Les mêmes partenaires que le projet précédent sont investis. Pour le département de la Haute-Marne, ce serait 20 079 € maximum, puisque évidemment, on va un peu se fixer des objectifs avec l'UDAF. Eux, ils n'ont pas la prétention de tout déployer tout de suite, mais ils veulent au moins que nous nous engagions. Donc, on s'est donné un seuil maxi. Et ensuite, ça sera... on ne fait pas un chèque en blanc, ça sera en fonction de leurs interventions. Voilà. Le dispositif sera déployé sur Langres, également sur Langres, ça veut dire bien sûr aussi sur Chaumont. Le département avait déjà été sollicité les années précédentes, mais on y voyait moins clair sur l'objectif et la méthodologie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus limpide, donc nous avons répondu favorablement. Aussi, je vous saurais bien vouloir attribuer un soutien de 10 000 € au dispositif d'accompagnement personnalisé aux soins et un soutien maximal de 20 000 € au dispositif de pérédance à ajuster en fonction des objectifs, comme je vous l'ai indiqué. Merci. Merci Madame Blanc. Des demandes de précision sur ce rapport. Oui, M. Martelly. Oui, Monsieur le Président, ça a été très bien dit par Madame la Vice-Présidente. Je voulais insister sur le premier point, sur l'accès personnalisé à la santé. Il ne s'agit pas de public qui ne trouve pas de médecin, il s'agit de public qui ne se soigne plus. C'est ce qui a très bien été dit par Rachel. Et donc, il faut pouvoir les identifier et il faut pouvoir les accompagner dans un cycle où, de nouveau, ils rentrent dans une politique de soins pour eux-mêmes. Donc, on n'est pas sur une problématique, que ce soit bien compris, de manque de médecins, mais vraiment de gens qui sont... voilà, pour des raisons sociales, pour des raisons de mobilité, peu importe, mais qui se sont éloignés du fait simplement de se soigner et dont les situations, on le sait, se dégradent de semaine en mois, de mois en mois, d'année en année. Et l'idée de ce projet, c'est bien, en partenariat, comme l'a dit Rachel, de pouvoir les identifier et les remettre dans un parcours de soins pour leur bien-être. Merci M. Martini. Oui, alors moi je vais revenir sur le dispositif de pérédance pour souligner en fait l'importance du dispositif. Enfin, je suis très heureux qu'on puisse passer cette délibération. C'est vrai qu'on est sur un public que Rachel Blanc a évoqué de niche, mais qui concerne en fait un nombre de personnes très important, qui est vraiment sous-estimé, des personnes qui sont dans une situation de problèmes psychiques, etc. Ça concerne un nombre de personnes très important.
Une étude il y a une dizaine d'années évaluait qu'en France, c'était quasiment 10% de la population qui était concernée un jour dans sa vie par des problèmes psychiques lourds qui nécessitaient un accompagnement. Donc c'est quand même un chiffre qui fait réfléchir. Et voilà les structures là, dont il est question, l'association GEM, Filariane, etc., qui sont des structures que je connais un peu à titre personnel. Effectivement, ce sont des structures qui ont une très grosse expérience. Donc on ne parle pas de quelque chose de juste expérimental, mais ce sont des structures qui, depuis des années, accomplissent un très gros travail. Donc ce sont en plus des partenaires qui sont sérieux. Merci, M. Fournier. Pas d'autres demandes d'intervention. Nous passons donc au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Le rapport est adopté. Nous passons maintenant à la 8e commission. M. Calage va nous présenter le rapport 27. L'aide au monde culturel, la valorisation du patrimoine et la vie associative. Vous avez la parole, M. Calage. Merci, M. le Président. Alors, tout d'abord, je me reviens de vous présenter ce rapport qui touche la culture, qui maintenant, depuis un an, est malmené, voire oublié. Comme vous le rappelez, M. le Président, régulièrement, cette culture sur notre territoire diffuse et de nombreux acteurs locaux, avec des valeurs propres aux Maranais, apportent leur expérience à l'ensemble du monde jeunesse, de notre public. Cette compétence pour le département est une compétence bien sûr facultative, partagée, et tellement essentielle pour notre territoire. Donc, 4 domaines: l'aide au spectacle vivant, l'aide à la valorisation du patrimoine et aide à la restauration des objets mobiliers inscrits ou classés, et l'aide aux manifestations d'intérêt départemental. Le département de la Haute-Marne entend promouvoir une culture orientée vers tous les publics. Renforcer les secteurs prioritaires: spectacle vivant, lecture publique, archives départementales, patrimoine, archéologie, éducation artistique et culturelle, tourisme culturel et patrimonial. Développer davantage des secteurs, comme celui de la musique actuelle, culture numérique, art visuel et création artistique, diffusion du cinéma en zone rurale, métiers et savoir-faire en lien avec le patrimoine industriel du département. Le règlement relatif à l'aide au spectacle vivant vise plus spécifiquement à soutenir les associations, les communes et les EPCI dans leurs projets de création des compagnies professionnelles de diffusion de spectacles vivants, de production d'événements d'envergure régionale, nationale, voire même internationale sur le territoire haut-marnais. Lors de l'adoption du budget primitif 2021, l'Assemblée départementale a inscrit des crédits pour un montant de 254 000 € pour soutenir les créateurs des compagnies professionnelles, la diffusion du spectacle vivant et les événements culturels sur notre département. Un autre axe, celui de la valorisation du patrimoine. Pour 2021, l'Assemblée départementale a voté un crédit de 28 900 € au titre de la valorisation du patrimoine. Ce crédit est destiné à soutenir des actions culturelles et des projets artistiques mis en œuvre par nos associations, nos communes et les particuliers domiciliés en Haute-Marne, dans le but de favoriser le développement d'une vie culturelle de qualité sur notre territoire. Une vie culturelle qui participe au bien-être psychique, physique, comme le sport. Aide à la restauration des objets mobiliers inscrits ou classés au titre des monuments historiques. L'Assemblée départementale a voté, lors de la séance du 18 décembre dernier, une autorisation de programme pour la restauration des objets mobiliers protégés, classés ou inscrits au titre du monument historique. Le département concourt ainsi, aux côtés de l'État, à la préservation et à la mise en valeur de ce patrimoine représentant, au plan national ou local, un intérêt historique, artistique, technique et ou scientifique. La commune de Mandres-la-Côte souhaite faire restaurer une statue, dont vous avez la photo en annexe, de la Vierge à l'Enfant Jésus, située au sein de l'église datant du XVe siècle, en provenance de l'école de Troyes, classée monument historique en 1963. Le montant total des travaux de restauration s'élève à 3 495,16 € hors taxe. La DRAC Grand Est a déjà attribué une subvention à hauteur de 1 747,58 €. Et enfin, l'aide aux manifestations d'intérêt départemental, celles qui participent à toute l'animation et à la richesse de notre territoire, aux 4 coins de notre département. La vie associative est soutenue par le département à travers diverses interventions auprès d'associations agissant notamment dans les domaines culturels, sportifs, socio-éducatifs. Le règlement d'aide aux manifestations d'intérêt départemental vise plus spécifiquement à soutenir les associations, les communes, les EPCI, dans l'organisation de manifestations qui concourent au dynamisme de notre territoire et contribuent ainsi à un maillage durable du territoire haut-marnais et à la diversité de la forme d'expression. Pour l'année 2021, le Conseil départemental a voté un crédit de 71 300 € au titre des subventions aux manifestations d'intérêt départemental. Vous avez le tableau ci annexé.
Après avoir recueilli l'avis favorable de la 8e commission réunie le 5 mars dernier, le président vous saurait gré de bien vouloir donc attribuer au spectacle vivant une subvention totale de 49 000 €. Je précise, une nouvelle manifestation qui est portée par aussi, donc c'est pour ça que je l'apprécie, parce que par l'association Bernard Dimet, un festival maintenant, après celui que vous connaissez chaque année, maintenant il développe un festival pour enfants. Et le département, là aussi, comme le président l'a souhaité, c'est de venir tout de suite en soutien de ces nouveaux projets. Donc le message est assez fort. Donc nous allons les accompagner à hauteur de 2 500 €. D'approuver les termes des conventions s'y annexées, à intervenir avec les associations Chien à Plume et Bernard Dimet, qui sont consultables, d'autoriser le président à signer ces conventions et tous les actes nécessaires à leur mise en œuvre. Sur la valorisation du patrimoine, bien sûr, d'attribuer une subvention récapitulée au tableau à côté d'un montant de 2 700 €. Pour la restauration des objets, une subvention pour la commune de Mandres-la-Côte d'un montant de 700 €, soit 20% du montant total des travaux hors taxes. Et pour les manifestations d'intérêt départemental, d'attribuer les subventions récapitulées dans le tableau ci annexé. Alors vous verrez, il y a aussi bien de la pêche que notre festival Mécène, qui date depuis de nombreuses années, à hauteur de 2 000 €. Et je tiens à vous préciser aussi une phrase qui a été rajoutée: en raison de la crise sanitaire qui sévit actuellement et en cas d'empêchement de ces associations dans leur activité, le département se réserve la possibilité de verser toute ou partie de l'aide attribuée comme participation au fonctionnement pour l'année 2021. Merci, Monsieur Kalal. Y a-t-il des questions sur ce? Pas de questions, mais une intervention quand même. Une intervention, oui, pour compléter ce qu'a dit mon collègue. Effectivement, tous les festivals et toutes les associations culturelles souffrent beaucoup. C'est un lieu commun, malheureusement, maintenant de le dire. Je voulais effectivement souligner l'effort particulier de l'association Bernard Dimet, qui a repoussé, comme beaucoup, son festival l'année dernière, enfin, qui a dû l'annuler, et qui pensait bien le faire cette année au mois de mai. Ça semble difficile, peut-être pousser un peu en juillet, mais surtout cette nouveauté de l'enfant-stival, c'est-à-dire les enfants de Dimet, qui sont vraiment une vraie réussite, qui mobilisent beaucoup d'enfants d'âge scolaire, et notamment des enfants qui ne sont pas toujours dans les meilleures conditions de réussite, mais qui s'expriment par le chant, par la musique, et c'est vraiment une vraie réussite, et ça mérite totalement d'être soutenu. Merci, Madame Nedelec, pour ces précisions. Effectivement, on peut être inquiet pour tout ce qui s'annonce devant nous. Les Européennes, c'est déjà tombé. Festival du Chien à Plume, ça va être très compliqué. Musicalité, enfin voilà, devant nous, ça s'annonce encore des choses très compliquées pour toutes ces associations qui auront bien sûr des grosses difficultés derrière à repartir comme avant. Et on sera bien sûr là pour les accompagner. On le dit depuis le début de cette crise. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Avant-dernier rapport, il s'agit du contrat territorial d'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire. Je laisse la parole à Madame Astrid Di-Tullio. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, depuis de nombreuses années, le département de la Haute-Marne met en œuvre, en partenariat avec les services de l'éducation nationale et la direction régionale des affaires culturelles Grand Est, un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire. À ce titre, une enveloppe financière prévisionnelle de 103 000 € a été inscrite au budget primitif 2021. Pour les opérations suivantes: école au cinéma, collège au cinéma et des livres et vous pour 25 000 €. Les projets artistiques et globalisés, les PAG, et les résidences d'artistes développées par les structures culturelles du département pour un monde scolaire, 31 000 €. Les visites scolaires des fermes pédagogiques pour 27 000 €. Les séjours découvertes de la nature à destination des collégiens de la Haute-Marne pour 20 000 €. Donc évidemment, ces crédits seront versés sur présentation des PS justificatives. Enfin, il est soumis à votre approbation également un avenant programme 2020-2021 à intervenir entre le département et l'Académie de Reims, la DRAC Grand Est, Canopée de l'Académie de Reims et l'association Art Vivant 52. Cet avenant programme est complété par 2 conventions au titre du contrat territorial d'éducation artistique et culturelle à intervenir entre le département et le groupement d'intérêt public, le Cygne, ainsi que l'Association pour la diversification des métiers agricoles, ADMA.
Donc, après avoir recueilli l'avis favorable de la 8e commission réunie le 5 mars, le président vous serait gré de bien vouloir l'autoriser à attribuer et à verser ces subventions, d'approuver les termes de l'avenant programme ainsi que les termes des conventions à intervenir avec le GIP, le SIGN et l'ADMA, et de l'autoriser à les signer ainsi que tous les actes nécessaires à leur mise en œuvre. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des votes contre? D'abord, y a-t-il des demandes d'explication? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Le rapport est adopté. Nous passons au dernier rapport. Il s'agit des dotations cantonales. Je laisse la parole à Monsieur Kalal. Merci, Monsieur le Président. Un rapport classique. Pour l'année 2021, l'Assemblée départementale a voté un crédit de 76 000 € au titre des dotations cantonales destinées à soutenir notre tissu associatif au Marnais. Le Président vous soumet en annexe de nouvelles propositions sur ce crédit. Ces dossiers bénéficient d'un avis favorable, bien sûr, des conseils départementaux concernés. Il vous serait gré de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions dans 4 territoires, celui de Bologne, Langres, Villegusien-le-Lac et Vassy. Merci, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des questions sur ces dotations cantonales? Je n'en vois pas. Passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Nous avons donc terminé l'examen de tous nos rapports, de notre séance plénière, de notre commission permanente. Je voudrais vous remercier pour la tenue de ces propos, de cette séance. Je voudrais vous souhaiter un excellent week-end de Pâques. Vous dire qu'on se retrouvera le 28 mai pour la dernière séance de la mandature. D'ici là, écoutez, je vous encourage bien sûr à continuer à travailler par tous les moyens qu'on va vous mettre à disposition dans vos commissions, sur vos territoires. Et je vous dis à très bientôt. Merci.